Le podcast de cette semaine est une présentation de procafetière.ca. Procafetière, c'est qui? C'est simple, c'est eux autres les experts en café. Une entreprise familiale située à Varennes, au Québec. Ils s'occupent de tout ce qui a rapport avec le café. Que ce soit des machines cafetières, du café, des accessoires ou la réparation de machines, ils s'occupent de tout. Laisse faire de t'acheter une machine qui va péter dans moins d'un an. De toute façon, qu'est-ce qu'une compagnie qui vend des tires connaît dans le café? Faites affaire avec les meilleurs qui vous vendent que de la qualité. Tu vas avoir toutes les sortes de café. Tu sais pas lequel choisir? Ils ont même des boîtes découvertes avec plusieurs sortes dedans. Je t'encourage à aller au procafetière.ca. Ils ont une boutique en ligne très simple à opérer qui livre tout partout au Québec en dedans de 24 heures. Pas convaincu? Livraison gratuite à partir de 75$ et plus. Procafetière assure l'entretien et la réparation de tous les types de cafetières et de machines à café. Vous pouvez déposer votre machine en tout temps sans rendez-vous pendant les heures d'ouverture à la boutique à Varennes. Perds plus ton temps puis va-t'en chez Procafetière parce que c'est eux autres les experts. Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici votre animateur, Jerry Alain. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une magnifique semaine tout le monde. Et j'aimerais commencer en disant encore une fois un gros merci à notre commanditaire de cette semaine. Et j'ai nommé procafetière.ca. Fait qu'un énorme merci encore une fois de commanditer le podcast de cette semaine. Cette semaine, qui qu'on reçoit comme invité, c'est nul autre que Paul Saint-Pierre Plamondon. Si vous savez pas c'est qui, man, sortez de votre taverne parce que c'est lui qui domine dans les sondages en ce moment devant François Legault, devant la CAQ. Et j'étais très très heureux de le recevoir sur le podcast. On a parlé de plein de sujets, entre autres sa première élection, c'est sa première vraie campagne électorale, de toute son avancée, tout ce qui s'est passé un peu dans les 2 dernières années. Fait que bref, un gros merci à Paul Saint-Pierre Plamondon. Je pense qu'il y a bien du monde qui vont le découvrir sur un nouveau jour, tu sais, parce que c'est le fun, ce format-là du podcast qui laisse plus de temps à s'exprimer, qui laisse plus de temps à dire les choses, mais bref, en tout cas, un gros merci à PSPP, c'était vraiment le fun. Puis, juste avant, je vous laisse écouter le podcast, j'aimerais dire un gros merci à tous ceux qui viennent me voir en spectacle. Il reste encore une couple de dates, il y en a. J'ai fini mes shows pour 2023, mais on a continué en 2024. Je sais que le 16 janvier, j'étais à Gatineau. Le 22 février, je suis à l'Impérial Belle de Québec. Et je pense 15 mars, je suis pour ma fête au Club Soda à Montréal. En tout cas, puis il y a d'autres dates, là, allez checker, c'est au jeralain.com, jer de R Alain 2L. Puis un gros merci à tout le monde qui vient de me voir, qui vient de m'encourager en spectacle. J'ai vraiment beaucoup de fun. Ou sinon, c'est ça encore une fois, comme d'habitude, si vous voulez m'encourager, vous aimez le podcast, vous voulez que ça continue vous voulez que ça continue ce projet-là, allez devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. C'est ma seule source de revenus financière, fait que allez vous abonner, c'est super apprécié. Si vous voulez m'encourager, mais vous pouvez pas le faire de façon financière, il n'y a aucun problème, tout support est apprécié. Juste devenez membre de ma chaîne YouTube. Cliquez sur abonner, cliquez sur la cloche pour faire sûr de rien manquer. Puis si vous avez aimé le podcast, écrivez dans les commentaires « Vive le Québec libre ». Moi, c'est un projet qui me touche énormément à cœur, pareil comme Paul Saint-Pierre Plamondon. Et fait que bref, si vous avez aimé le podcast puis vous l'avez écouté jusqu'à la fin, écrivez « Vive le Québec libre » dans les commentaires. Ou sinon, sur ça, j'aimerais dire encore une fois, gros merci à notre commanditaire de cette semaine. Merci à tout le monde qui me suit et on se revoit la semaine prochaine tout le monde. Ciao! Yes, mais what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Super content de le recevoir pour une deuxième fois.
rendu député, chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Gros merci d'être sur le podcast. Comment ça va? Là, je peux enfin te le dire. C'était quand la dernière fois, là, on cherchait la date? Ça doit être genre en mai, tant qu'à moi, genre, parce que c'était juste... Donc, il y a 1 an et demi. Ouais, drette ça. Puis là, c'est ça, là, je peux enfin te le dire. Félicitations, tabarnak. C'est vraiment cool, tout ce que tu fais, comment que t'emmènes l'indépendance, tu l'assumes, comment que tu débats nos intérêts à l'Assemblée. Moi, je trouve ça beau, je trouve ça rafraîchissant. Pour tous ceux qui suivent la politique, je trouve que tu fais ça d'une belle façon, d'une nouvelle façon aussi, qui est que je m'identifie beaucoup, là, tu sais. Fait que, bref, félicitations, mon gars. Merci, on a fait du chemin quand même en 1 an et demi, là, depuis qu'on s'est parlé. Ça peut bouger vite, la politique. C'est surprenant, en fait, même pour moi. Mm-hmm. De mon point de vue, je dis la même chose qu'il y a 1 an et demi puis qu'il y a 3 ans. Mais tout d'un coup, c'est comme si, comme dans n'importe quel projet, le travail finit par donner des résultats. Tu sais pas à quel moment. Puis tout d'un coup, les choses changent assez rapidement. Ben ouais. Donc, c'est bien intéressant les années qui viennent dans ce contexte-là. Je suis sûr que tu as des questions. Ouais, c'est ça. Comment ça va marcher? Ça s'en va où? C'est ça. J'en manque pas de questions, mais c'est ça. Je voulais juste commencer en te félicitant parce que, en plus, tu sais, c'est un métier qui peut être des fois ingrat parce que tu mets énormément d'efforts, puis peut-être que ça va pas se concrétiser, tu sais, si mettons, je sais pas, le message n'a pas été le bon, ça a mal été compris, question de timing, tu sais. Toi, tu partais quand même de très loin. Tu sais, le monde, il te connaissait même pas. Il y avait de la misère à prononcer ton nom. Ouais. Puis là, tu sais, t'es rendu, t'avais, je pense, à 9% d'intention de vote. Puis là, t'es rendu à 26, tu sais, à peine 1 an et plus tard, là, fait que... Mais tu vois, pour moi, ça bouge vite. C'est intéressant, surtout sur le terrain. Quand je me promène, puis les gens m'encouragent, puis ils me parlent, puis ils ont du fun. Évidemment, ça donne de l'énergie, ça change tout. Le soutien est important, mais de mon point de vue, l'objectif, il n'est pas atteint. Puis je suis pas très en mode célébration. Je continue vers mon objectif. L'objectif, de manière générale, c'est de réussir en politique à avoir un impact positif sur la société. Puis dans mon cas, et le cas du Parti québécois, ça veut dire faire du Québec un pays. Tant que ces objectifs-là ne seront pas atteints, pour moi, c'est juste qu'il faut que je continue de travailler. J'ai plus de chances, puis j'ai plus de ressources, parce que vu que les gens m'encouragent, on a plus de dons, on a plus de candidatures potentielles, on a plus de bénévoles, on fait plus de choses. Mais je trouve ça triste en politique quand les gens sont populaires, mais qu'en même temps, ils ne savent pas quoi en faire d'utile. Ou peut-être qu'ils ont considéré que la popularité, c'était ça le but en politique. Puis ben, on passe à côté du véritable objectif. Là. La politique qui est censée pouvoir servir à aider du monde. Puis à aider notre société sur la base de rêves qu'on a, de discussions qu'on a eues avec des amis quand on avait 20 ans, puis qu'on aimerait voir... se concrétiser. Donc, tu sais, je suis très content de ce qui nous arrive au Parti québécois. Je suis content d'avoir un 4e député. Je suis content d'avoir toute cette énergie-là. Le vent d'un voile. Là. Parfait, on a notre besoin pour se rendre. Mais c'est pas ça mon part à moi. Là. Je m'en vais à un endroit qui, de mon point de vue, est vital pour le Québec. Donc, tant que ça ne sera pas atteint, moi, je continue à pédaler. C'est pas mal ça qui m'attend. Mais ça doit être encourageant, par exemple. C'est ça, là, tu mentionnes ouais, Pascal mais c'est déstabilisant aussi. Ouais? Bah oui. Tu sais, du jour en très, très peu de temps, tu vas au restaurant, puis tu es en interaction avec chaque table. Tu prends des photos, puis à un moment donné, on demeure des êtres humains, puis des êtres humains dans un bocal. Hein. L'Assemblée nationale, c'est une bulle. C'est un bocal où est-ce qu'on a comme 10 nouvelles d'actualité à traiter en une seule journée, une question en chambre, des motions, toutes sortes de... Donc, on pédale dans cette bulle-là, mais quand on sort de la bulle, tout d'un coup, c'est comme le film, c'est comme La Matrice, ou c'est comme Inception, le film où est-ce que tu as des rêves dans des rêves, là, où est-ce que tu te rends compte que tout a changé dans l'interaction avec les gens, mais sur le plan humain, ça donne des chocs des fois. Donc,
Mais c'est ça, je pense que ça nous donne de l'élan, ça rend super intéressant. Très, très effervescente les 2-3 années devant nous. Donc, c'est le fun de se lever le matin. Ouais. Mais il ne faut pas non plus célébrer des choses qui, en fait, ne sont pas des accomplissements. C'est de l'élan pour se rendre à l'objectif. Donc, c'est comme ça que je le prends. Mais t'es quand même content, j'imagine, de Pascal Paradis. Là, Oui, c'est évidemment. Ça, oui. Ah ouais, puis c'est un moment aussi surréel. T'sais, on pensait gagner, on se croisait les doigts. La veille du vote, je faisais du porte-à-porte en courant dans les maisons qu'on savait qu'ils étaient indécis. OK. Puis vu qu'il y a quelques indécis, ben c'est 8 maisons. Une maison espacée par 8. Fait que je courais entre les maisons Ah ouais? pour essayer de rejoindre le plus d'indécis parce que Ouais. tout ce que j'avais comme information de mon équipe, c'est que ça allait être très serré, que ça pouvait se jouer par une centaine de votes. Fait que là, j'y allais. Même chose pour Pascal Paradis. Donc, imagine notre surprise le lendemain quand on a vu que Ben, ça, quasiment par 6000 voix. c'était un là. chaos après Mhm. 30 minutes. Là. C'était fini. Puis on se regardait. C'était très touchant parce que ça veut dire qu'il y a bien des gens dans Jean Talon qui ont décidé de vraiment nous encourager. Puis on l'a senti avant puis après. Les jours qui ont... Après, les gens étaient tellement contents pour Pascal puis pour nous comme petite équipe. Ben ouais. Donc ça a été des moments vraiment beaux. Mais je change pas d'idée. C'est l'objectif est devant nous. C'est Il pas faut acquis, demeurer. là. Non, c'est ça. Faut pas célébrer trop. Faut s'encourager de ça. Ouais. Accélérer l'élan. Mais garder l'objectif en tête. C'était beau à voir, c'était Pascal Bérubé qui en broyait. C'était à la TV, là, que le mec était content. C'est drôle parce que Pascal Ouais. Bérubé, il peut être tough. C'est un politicien aguerri qui en a vu d'autres. On pourrait dire que c'est pas une chochotte. Mhm. Des fois, on fait cette expression-là, la blague, mais c'est un gars très sensible. Ah ouais. Puis c'est un gars qui est très dédié à la cause, qui a donné des décennies à cette cause-là et à ce parti-là. Donc oui, c'était beau de le voir aussi émotif. Ouais, c'était vraiment une soirée spéciale. Sauf que moi, j'en ai pas profité tant que ça, parce que pendant que tout le monde célèbre puis savoure le moment, moi, je suis sur la job, là. Mhm. Je m'en vais en direct prononcer un discours. Donc, je demeure dans des corridors Ah, c'est ça. d'exécution. Tu peux pas tant... Puis des fois, ouais. c'est plate parce que je suis pas capable de saisir ces moments-là. de le Je les vois à savourer. retardement 3 jours après quand je viens de donner 40 entrevues de suite. Puis C'est je suis ça. comme ça dans mon lit, là, complètement KO. défait, complètement KO. Puis là, je prends le À moment. moitié mort. Oui, puis je le vis comme 72 heures après. Je réalise le moment puis je le vois, mais complètement à retardement. Mhm. Mais ça fait partie de la description de tâche. Là. Ben oui, c'est ça. Ça fait partie des sacrifices que tu dois Toujours. faire. C'est correct. Là. Puis tout ça. Mais en tout cas, c'est super cool. Puis je suis vraiment content pour vous autres. Le lendemain, c'est quoi? Vous êtes allés genre dans la rue avec des pancartes genre merci Jean Talon. Ouais, on y tenait beaucoup, Pascal et moi. Nos conseillers en communication trouvaient ça un peu fou. Là, parce genre que, too much. Hein? ben, où est-ce qu'on va? On n'a pas de lieu, on peut pas aller sur des lieux privés. Allez-vous vraiment vous tenir tout seul avec des pancartes? Puis, À côté du boulevard. à côté du boulevard. On l'a pas fait longtemps, on voulait seulement Ça fait humain. man. le Moi, je faire, trouve puis ça ensuite cool. le diffuser pour que tous les électeurs, tu sais, le nombre d'automobilistes qu'on allait vraiment rejoindre avec ça, c'était une poignée. Mhm. Mais ça nous permettait ensuite d'envoyer le message que tous ces votes-là, là, puis ce vote de confiance aussi grand, Ouais. on l'appréciait. Puis on pense à vous. Ouais, vraiment, on l'a apprécié. Ça a une valeur inestimable. Dans ma vie à moi, de passer de 3 à 4 députés, on vient d'augmenter notre capacité de 33%. Là. Mais ça change de quoi pour vrai? Ben oui, ben oui. Parce qu'il faut, veut pas, on est interviewé sur tous les sujets. Il y a un moment donné, en termes de préparation, d'avoir un joueur de plus, ça donne de l'air, là, ça donne un peu d'espace. Ah, Puis il comment- est très bon à date aussi, Pascal Paradis, donc Ben oui. c'est un fit. Je l'ai écouté justement sur quand il parlait de le financement qui a été accordé pour les Kings, là, tu sais, puis il parlait de ça, puis j'étais comme, Chris, il est ça à coche, Ouais, tabarnak. il est prêt, Non, il ouais. est solide. C'est comme s'il avait fait ça longtemps avant, alors qu'il commence, mais c'est bon ça. Aussi, c'est que je voulais m'en aller avec ça. Ouais, c'est ça, c'est que j'imagine vous restez conscient aussi que il y a beaucoup de... C'est un vote contre le gouvernement, tu sais. Ouais, mais Que en oui, politique, pour le PQ, mais tu sais, il va falloir que ça se transforme pour... en politique, il y a toujours un vote contre le gouvernement.
Ouais. Faut pas s'en surprendre. Mais c'était une circonscription qu'on n'avait jamais gagnée de notre histoire. Mm-hmm. Et les gens, c'est nous qu'ils ont choisi pour justement interpeller ce gouvernement-là, puis mettre un équilibre vis-à-vis un gouvernement qui est au-dessus de ses affaires, puis qui commet de plus en plus des erreurs de jugement. Donc, ça prend un contrepoids pour dire « Attention, faites pas ça », ou « Pouvez-vous au moins faire ce compromis-là? » Les gens nous ont donné cette confiance-là ou ce mandat-là. Pour nous, c'est un grand accomplissement, indépendamment du fait qu'on a un 4e joueur de très grande qualité. On aura quand même gagné un comté qu'on n'avait jamais gagné, puis obtenu cette confiance-là. Pourquoi, d'après toi, c'est une victoire aussi écrasante? Tu sais, c'est quel message t'envoie à Legault, son gouvernement? C'est pas avec les moyens limités qu'on a qu'on peut faire des études, là. Ouais, On n'a ouais. pas ces moyens-là. On a 4 députés, une toute petite équipe. Je sais pas, je pense que le principe fondamental qui est en cause ici, c'est qu'en politique, tu as le droit de te tromper, puis tu as le droit de réorienter des choses que tu as dit en fonction de circonstances nouvelles. Ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est de te foutre de la gueule des gens. En disant quelque chose que tu sais, au moment que tu le dis, est absolument faux ou impossible. Si on commet ce genre de geste-là, Tu perds la confiance. tout change. Moi, je pense que c'est ça l'élément fondamental. Je pense pas que le Parti québécois va être parfait au pouvoir. Mais je suis sûr que nos gestes seront bien intentionnés, puis on va tenter de stimuler la confiance puis l'intérêt qu'ont les gens dans le débat politique, et non pas d'infantiliser la population en se disant « ils comprendront pas qu'on leur dit n'importe quoi ». Un instant. Je pense que c'est ça qui s'est produit. Puis c'est l'accumulation de plusieurs événements dans cette mentalité-là à la CAQ. Pour moi, c'est ça le plus gros facteur. Puis après, tu as plein d'autres facteurs. On avait un excellent candidat, très connu localement. On avait également un chiffre un peu absurde, là, c'est-à-dire, tu as juste 3 députés du Parti québécois, sont 90 de l'autre côté, alors que les chiffres de l'élection ne disaient pas ça du tout. C'est vraiment une distorsion en raison de la promesse non tenue de réformer le scrutin. La promesse non tenue de la CAQ. Donc, évidemment que les gens se disent, là, est-ce qu'on est vraiment obligé d'envoyer un autre caquiste? Il y a plein de facteurs qui ont joué, mais ça s'arrête pas à Jean Talon. Ça s'étend au Québec, puis ça s'accélère dans le temps. C'est ça que je constate à l'approche des fêtes, là. C'est assez profond quand même comme explication. Ma blonde a reçu un courriel du PQ là, qui parlait de... Enfin, c'était une pétition pour changer le mode de scrutin, là, je pense que vous avez fait. C'est quoi ça? C'est une promesse. C'est une promesse que c'est vous triste faites. comme histoire parce que c'est... C'est quoi que Legault voulait déjà faire, me semble? Il y a un contrat de signé entre Legault, Lisée, GND, puis les chefs de l'époque, comme quoi ça va se faire, peu importe quel parti prend le pouvoir. Puis c'est des promesses qui n'ont jamais été tenues parce que le parti au pouvoir, une fois qu'il l'a, se rend compte que c'est pas tout à fait dans son intérêt de changer le mode de scrutin. Donc, ça fait des décennies que ça dure. Mais ce qui est particulier de la dernière élection en 2022, c'est qu'on n'avait jamais vu autant d'écart entre l'intention de vote, ce que les gens ont exprimé en pourcentage, puis ce que ça donnait comme résultat en chambre. Dans notre cas, 15%, ça aurait dû être en proportion 18, 19 députés. Puis on s'est ramassé avec 3, on s'est retrouvé avec seulement 3. Puis c'est grave comme différence, parce que supposons que c'était léger comme distorsion, puis tu te ramasses avec une douzaine de députés. Ben, tu peux faire ton travail, puis tu as une équipe, tu as une masse critique. Mais de tomber à 3... Vous autres, c'est quoi que ça a eu comme impact? C'est moins de financement? Moins de... Ah oui, c'est l'impact... Genre, parce que je me souviens avoir donné du cash pour justement que vous... Compenser. Bon, ce qui est arrivé après, c'est qu'ils ont dit, vous avez juste 3 députés, donc on va vous donner un budget de fonctionnement à la hauteur de 3 députés sur 125. Puis, il y a eu des négociations à l'exclusion du PQ, entre QS, les libéraux, puis la CAQ, qui, eux, s'octroyaient tout ce qu'ils demandaient, puis donnaient presque rien au Parti québécois, à des fins tactiques, là, pour des fins stratégiques. Puis c'est là qu'on a dit, ben,
de toute évidence, ce qu'on nous concède ne sera pas suffisant pour faire un vrai travail d'opposition. Puis on est allé chercher du financement à l'externe en disant, le Parti québécois, avec ces fonds-là, va ajouter à l'équipe. Donc, en ce moment, notre équipe à l'Assemblée nationale, elle est en partie financée par des dons de la population, à défaut d'avoir un budget de fonctionnement viable. Là, on n'a même pas... on a à peu près le quart ou le cinquième de ce que QS puis les libéraux ont pour fonctionner. Ah, puis c'est triste parce que, tu sais, OK, fine, l'argent, là, on peut tout le temps s'arranger, mais vous n'avez pas de temps de questions aussi. C'est comme une question par semaine? Une question par jour maintenant. Parce qu'avec l'ajout de Pascal Paradis, il y a un recalibrage. Donc, c'est ça, on a eu une hausse de 33% de nos questions. Et donc, on est tombé à une question par jour, pendant que les libéraux en posent 5-6, puis Québec solidaire en pose 2-3. Ouais. Donc, mais encore là, on réussit à faire notre travail, puis des fois, je me dis que tout ça nous avantage ironiquement, parce qu'il a fallu complètement repenser notre manière de travailler. Vos tactiques. Complètement resserrer aussi les sujets. Tu as quelques interventions, mais tu deviens très, très précis. Ouais. Alors que quand tu parles de tout et de rien en même temps, ça devient un peu... Souvent, je regarde cette séquence-là, puis je me dis, ça fait partie de notre succès en ce moment. On est très agile. Ben oui. Parce qu'on n'a pas trop de budget, on réfléchit pas 20 fois avant de dire ce qu'on en pense. On fait juste dire ce qu'on en pense. Ouais. Pendant que tu as des équipes de... Tu sais, sont 6 dans un bureau là, à élaborer quelque chose. Et là, mettre la meilleure idée. Puis à débattre du fait qu'ils sont pas d'accord. Là. Nous autres, on n'est pas là du tout. Là. C'est comme, OK, toi, tu y vas. Le serment au roi, non! Let's go! Non, le serment! C'est ça, c'est beaucoup plus spontané. Ça nous ressemble aussi. Ben ouais. C'est un style qui colle à la personnalité des mousquetaires. Ben ouais, parce que c'est ça, tu sais, j'écoute souvent Mario Dumont, là, tu sais, puis quand il parlait de vous autres, il dit, c'est fou à quel point pareil que vous avez été capable de monopoliser les sujets, que ça revienne souvent à vous autres, tu sais, que vous n'ayez pas ça, le temps. Si tu écoutes la télé, puis les commentateurs, peu importe le poste, ouais. Souvent après coup, ils vont nous attribuer la stratégie. Ils vont dire quelle stratégie, où on voit vraiment ici la tactique. Si tu savais comment, quand tu es juste 4 avec une petite équipe à l'interne, comment ces décisions-là se prennent pas mal plus vite, puis pas mal plus instinctivement que ce qu'on pourrait ensuite réinterpréter. Bon, évidemment, le commentariat cherche toujours à comprendre puis à décortiquer, mais des fois, ils vont surfaire un peu. On n'est pas dans House of Cards, là, où est-ce qu'il y a des moyens limités, puis il y a des... C'est l'inverse. Puis c'est un bon système. Le système québécois limite le financement des partis politiques, limite les intérêts financiers qui peuvent financer ces activités-là. C'est mieux, à mon avis, qu'un système où est-ce que finalement les politiciens reçoivent des millions directement de toutes sortes de groupes d'intérêts d'entreprises, mais qui après ont perdu complètement leur liberté de poser un jugement parce qu'ils sont redevables de ceux qui donnent. Puis ils veulent pas perdre leur financement. C'est ça. Alors que moi, si je perds un financement de 100$ parce que quelqu'un, ça lui a déplu, mais ça demeure 100$, puis j'ai des milliers d'autres personnes qui moi, je trouve ça triste quand même pour les conservateurs d'Éric Duhaime. Mais moi, ils sont à des années-lumière de moi. Ouais. Mais Chris, il y a quand même pas loin de, je pense, 13-15% du monde qui ont voté pour. Il est à 12, oui. Tu sais, à 12, puis... Mais c'est quand même beaucoup, 12, puis il y a personne qui les représente en chambre. Fait que, tu sais... En raison du mode de scrutin dont on parlait tantôt. C'est ça. Donc, c'est vraiment un problème de fonctionnement. Ben, ce monde-là, c'est normal qu'ils soient frustrés, puis après ça, ils perdent confiance dans le cas des conservateurs, ça aggrave un problème dans cette partie-là de la population. C'est déjà un groupe qui est extrêmement sceptique, critique, puis renfermé sur eux autres. Exactement. Donc là, ils obtiennent une confirmation d'un système c'est ça. Ça sert à quoi de voter, esti? C'est ça. Mais remarque que si tu prends les projections d'aujourd'hui, même dans le système défaillant qu'on a, il y aurait des élus conservateurs en ce moment. Donc, c'est pas parce... 2022 va avoir été historique en termes de déformation complète de ce que la population venait d'exprimer comme ça va se rebalancer un peu. Ben, un peu, mais il faut réformer le système si vraiment tu veux quelque chose de représentatif de ce que les gens ont dit.
Puis c'est démotivant parce qu'après, les gens, en effet, peuvent se dire, mais pourquoi j'irais voter? Je suis dans une circonscription, c'est sûr que ça va finir de telle couleur. Ouais. Moi, c'est pas ma couleur. Pourquoi j'irais voter? Je trouve que dans les phénomènes de polarisation, puis d'absence de capacité de jaser de pourquoi on est en désaccord, là, Mm-hmm. on est allé vers beaucoup de stigmatisation, Ben oui, de choses qui s'expriment puis qui doivent être exprimées. ben c'est ça. Puis moi, je pense que s'il y a quelque chose à retenir de la pandémie, c'est que la démocratie, c'est fragile, puis t'en as besoin si tu veux garder un climat de dialogue, un climat social acceptable. Mm-hmm. Ça peut chirer rapidement si certaines personnes n'ont pas le droit d'exprimer un point de vue dissonant. Puis la période qu'on a vécue, c'était une période d'uniformité. Encouragée par le gouvernement, là, il y a une théorie même. Tabarnak, oui. La théorie, elle s'appelle groupthink. Je l'ai étudiée dans ma maîtrise en administration des affaires. Tu as ça sur un conseil d'administration. Si ce que tu encourages, c'est l'unanimité, la solidarité, puis que tout le monde doit dire la même chose, sinon c'est comme une traîtrise. OK, il est traité en paria, là. Ben, ce qui va arriver, c'est que là, ton conseil d'administration va prendre des décisions qui sont pas éclairées parce que ceux qui pourraient avertir d'un angle mort le font plus. Mm-hmm. Donc, Par peur de se faire ben, pointer ils veulent du pas, doigt. exactement. Donc là, ça crée de la dissension, mais ça crée aussi une pensée tellement unique qu'une erreur va survenir. Mm-hmm. Puis personne ne leur a relevé la main en c'est temps réel. Donc, c'est un sujet délicat, là. On n'y revient pas souvent au Québec sur cet épisode-là, de la pandémie, mais la fragilité de la démocratie, puis certaines réformes pour rendre la démocratie plus solide, plus respectueuse de la liberté de chacun d'exprimer ce qu'il a exprimé. C'est ça qu'il faut... c'est une des choses dont il faut parler pour la suite. Puis c'est pour ça qu'il va falloir réformer bien des choses, dont le mode de scrutin, à mon avis. Mais oui. Ouais. Il y a une affaire que je voulais traiter aussi, c'est que c'était la première fois qu'il y avait un débat des chefs avec 5 chefs. Ouais. Puis toi, c'était ton premier débat, Ouais. le premier vrai. Puis tu t'en es bien sorti pareil pour un gars. C'était sa première fois. Puis le monde a aimé ton style. Ouais, Tiens. j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Puis pas que j'étais pas nerveux, hein. J'étais au premier débat qui était celui de TVA. Ouais. Tu sais, quand ils disent 20 secondes, puis t'es comme dans le retard, là. Mm-hmm. Puis il y a un long... Tu sais, c'est très, très... il y a beaucoup de pression. Mais j'aime beaucoup mieux ce genre de politique-là parce que tout le long, tu parles de ce que tu proposes, de tes idées. Puis t'es capable de distinguer. Ça, c'est ton idée, la mienne est différente, voici pourquoi. Ça, c'est intéressant. Alors que dans notre quotidien, on est souvent pris à commenter l'actualité, mais le nez collé là, à 2 cm de cette nouvelle-là. Puis ça nous amène toujours à une critique du gouvernement. Il faut qu'elle soit faite, là. C'est utile, il faut que quelqu'un La face. la fasse. Mm-hmm. Mais ça laisse presque pas d'espace pour dire, moi, ce que je proposerais pour la suite des choses, ce serait plutôt ça. Mm-hmm. Il y a presque... Puis peut-être aussi les gens ont moins le temps. C'est-à-dire qu'en élection, ils écoutent. Mais hors élection, ils ont une vie à mener. Il faut qu'ils gagnent leur vie, ouais. ils s'occupent des enfants ou de... T'sais. Fait qu'il y a peut-être juste moins de place aussi pour parler d'avenir puis de propositions. Mais moi, ce que j'adore d'une campagne électorale, c'est que là, ça change complètement de registre. Ouais. Les gens écoutent, puis tu peux proposer en disant « on pourrait faire ça si on choisit d'aller dans cette direction-là. » Puis moi, c'est ça que je vous propose. C'est le bout le plus passionnant de la politique. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que tu sais, ça avait été pointé du doigt, ben pas de façon négative, là, mais que tout avait fait comme, ben moi je suis d'accord avec son idée, mais moi la différence c'est que je ferais ça de même. Puis genre le lendemain, je me souviens que ça arrêtait pas de parler de genre ta façon d'être calme, puis tu sais de pas détruire l'autre, Ouais. d'être même à la limite d'accord, mais d'amener des modifications, puis... Mais pas... ça a été payant parce qu'après ça, le deuxième débat, il y en a qui ont... le ton avait changé, hein? Chris, oui, Oui, tabarnak. c'était pas la même dynamique du tout la deuxième fois. Oui, parce En qu'il effet. voyait, ça marche avec lui, on a fuck tout, on fait qu'est-ce que lui fait, là. C'est vrai que le thème du deuxième, le ton du deuxième débat était très différent. Là. Puis au premier débat, c'était pas une stratégie, hein? C'était pas non plus réfléchi. Ouais. C'est juste que de mon point de vue, instinctivement, si j'ai juste 30 secondes pour expliquer ce que nous, on veut mettre de l'avant, je passerai pas 15 sur 30 à détruire quelque chose
avec lequel, en fait, je suis d'accord. Ça donne rien. Ouais. Tu sais, c'est pas le fun. Ouais, c'est pas le fun pour ceux qui ouais. écoutent. Donc, ça s'est passé comme ça. Mais oui, ça a eu une influence qui, moi-même, m'a surpris, rendu au deuxième débat. Mais tout ça pour dire que c'est un exercice qui fonctionne quand même. Faut pas être tout négatif sur l'état des lieux, là. Au Québec, quand il y a une élection, les gens font leur devoir, ils écoutent. Il y avait 5 chefs, puis vous pouvez les aimer ou pas les aimer. Mais c'était 5 bonnes, même solides performances en termes d'explication, de différence de point de vue. Ah ouais. Les gens ont pris la peine d'écouter, Mhm. puis ils ont voté. Ils n'ont pas voté comme je l'aurais voulu, Mhm. mais ça marche par rapport à bien des endroits dans le monde. On fait nos devoirs, puis on fait les choses correctement en temps d'élection. Moi, j'ai trouvé ça fascinant à quel point les gens, ils embarquent, ils écoutent, puis ils prennent ça au sérieux, puis ça nous distingue de bien des endroits dans le monde. C'était quoi ta première réaction quand que l'élection était clos, là, tu sais? C'était quoi ta première réaction? Un peu déçu? J'allais pas bien. J'allais pas bien. Ah ouais? Il y a 2 choses qui arrivent. T'as une fatigue. Ah, sacré, je comprends. Ça fait 40 jours que tu travailles, puis il n'y a jamais eu de pause. D'arrache-pied, là. Oui, puis avec des degrés d'adrénaline, là, ton système nerveux est vraiment sollicité. Mhm. Parce que c'est pas calme, là. Tu sais, un débat, là, devant des millions de personnes, Ben non. ton adrénaline, elle est là. Donc, au terme de tout ça, ton corps, il est au bout de ce qu'il est capable de donner. Puis, c'est sûr que quand j'ai réalisé le lendemain matin, même si j'étais heureux d'avoir, à la toute dernière minute, remonté puis gagné Camille Lorrain, Ah oui, c'est ça, parce que ça va, c'est proche, Ben non. mais tu l'aies pas. j'ai vécu ce moment-là. Mon père était là, ma femme, mes enfants, mes plus proches conseillers. Puis tout d'un coup, c'était comme le seul comté au Québec où on n'avait pas les résultats. Les Ouais. résultats étaient arrêtés à un certain niveau où on m'a remis le discours de défaite. Ah, quoi? Ouais. Genre par erreur? Non, ou non. parce qu'il Non, on m'a pensait dit, que ça Paul, allait- dans toute vraisemblance, basé sur l'échantillon qui est rentré, tu vas perdre Camille Lorrain. Ah, Il y aura seulement 2 élus du Parti québécois. ah, tabarnak. Voilà ton discours. Hey, toi, tu devrais prendre ça sur le cœur, hey, personnel. En fait, j'ai demandé à tout le monde de quitter, sauf mon père. Ah ouais. Puis là, il faut raconter la suite. Ouais, c'est ça, parce que c'est pas ça qui est arrivé, C'est finalement. pas ça qui est arrivé. Mais juste d'y repenser, ça me rend... Ben oui, je vois ça. Parce que j'étais très conscient de ce qui se jouait. Le Parti québécois, toute son histoire, la richesse Ben oui. de cet héritage-là. On avait une bonne campagne en plus. Tous les sondages à chaque semaine disaient qui mène la meilleure campagne. Mhm. Le Parti québécois. Ouais. Ah, ben, c'est parce que toi, tu partais tellement de loin. Oui, c'est ça. Fait que le moindre C'est comme petite ils disent à affaire. Blue Bonnet, c'est de l'extérieur, from the outside. Là, tu sais, le Ouais, cheval ouais. qui est complètement à l'extérieur À la- puis qui pédale. Je m'en viens! Je m'en viens, attendez-moi. Ah, papa! Fait que là, évidemment qu'après tant d'efforts, Oh my God. le scénario où tout s'effondre Ouais. est cruel, là, très difficile à porter. Fait que j'ai demandé à tout le monde de quitter. Puis là, je pratiquais mon discours de défaite. Et là, rentre quelqu'un puis qui dit attends une minute, là, il se passe de quoi? Il se passe de quoi? Puis là, des espèces de bribes d'informations sur le terrain. C'est pas du tout le vote après, parce que t'as 2 batchs. Là. T'as la batch en vote par anticipation. Mhm. Puis ensuite, t'as la batch le soir du vote. Ouais. D'habitude, ça se ressemble à quelques nuances près, ce qui permettait normalement de dire Ah, que ça va pas d'interpréter, bien. ouais. La CAQ avait une avance assez forte sur moi au terme du vote par anticipation. Puis là, ça commence à rentrer. Puis c'était comme dans un film, tu sais, un genre de miracle. Ah ouais. Pray Jesus! Plus un film de baseball en 9e manche, là, où est-ce que finalement, Ouais. la balle sort du parc, puis tout le monde est... Ah ouais. Puis là, les résultats rentraient. Je dis, non, change de discours. Mais t'imagines à quel point... Fait que je reviens à ta question, comment te sentais-tu le lendemain, là? C'était comme si Oh my God. un train m'avait complètement... ouais, j'étais comme fracassé. j'étais comme sur le lit, comme ça, je bougeais plus. Puis j'étais comme 3 députés.
Puis en même temps, j'étais content d'avoir eu d'avoir eu cette chance-là d'être élu. En fait, c'est... La politique, si tu la fais pas de manière cynique, c'est quand même exigeant sur le plan émotif. Si tu prends tout ce qui t'arrive au premier degré, là, puis que ça te tient à cœur, il faut que tu sois prêt à vivre des hauts et des bas absolument anormaux. Mais oui. Puis essayer de garder le cap dans cette volatilité-là. Ouais, c'est le destin, puis tout ça, finalement, est en train de tomber en place de manière qu'on pourrait dire souhaitable. Si on me demandait, tu le referais-tu différemment? Ce que j'ai pas fait, là, j'ai rien contrôlé, c'est juste ça a tombé comme ça. Est-ce que tu reprendrais la même situation? Je dirais oui, totalement. Parce que ce qu'on allait vivre après est encore plus invraisemblable. L'affaire du serment au roi, c'était complètement invraisemblable. Ça, c'était risqué. Mais tu sais, vous y avez été avec vos valeurs. Ouais. Vous avez fait, moi j'ai... Puis je pense que c'est ça que les Québécois y aiment. Du monde qui ont des convictions, qui s'assument puis qui se tient. Ouais. Tu sais, bon, ben, all right, je me plante, mais moi, je pense ça, puis je vais y aller à fond, ouais, puis ça ceux va qui être m'aiment ça. me suivent. Exact. Puis au pire aller, il arrivera ce qui arrivera. Puis Chris, ça s'est vraiment retourné de votre bord, là. Parce que même si vous étiez pas dans la chambre, on n'arrêtait pas de parler de vous autres. Ouais, puis en veux-tu une autre bonne? Ouais. Pour te dire à quel point, des fois, on parle de stratégie du Parti québécois, là, puis moi, je regarde ça, puis je suis comme... Exactement. Donc là, tu as énormément de fatigue, mais tu veux pas disparaître complètement du radar médiatique. Surtout qu'à cette époque-là, on disait, à 3 députés, on n'entendra plus le Parti québécois, ils n'auront pas de capacité à se tailler une place. Ouais, je me souviens de ça. Donc là, je me dis, ça fait quelques jours, 5-6 jours que je suis en repos. Il faudrait que juste je fasse signe de vie avec une sortie. Juste pour réitérer quelque chose que j'ai déjà dit, mais qui est d'intérêt. Là, je cherche dans ma tête, qu'est-ce que je pourrais bien dire, qui n'est pas une nouveauté, mais qui réitère quelque chose qui va faire en sorte que les gens y entendent parler minimalement de moi puis du Parti québécois. Je dis, c'est simple, je vais aller au parti. Petit point de presse facile où est-ce que je vais réitérer que je prêterai pas serment au roi d'Angleterre. Puis dans mon esprit, ça me donnait une autre semaine de quiétude puis de récupération. Ouais, puis ça aussi, ça fait l'effet inverse. Mais en même temps, l'effet que tu voulais. Ben oui puis non. Dans le sens que là, une fois que tu donnes une pichenote sur le premier domino, tu les vois toutes débouler, puis là, tu te dis, c'est quoi cette affaire-là? Puis ça en est suivi, ça a duré 2 mois et demi, tous les jours. Donc, des fois, la meilleure stratégie, c'est de ne pas en avoir. De ne pas être trop calculé, de pas trop le calculer. C'est ça que tu as à dire, puis c'est senti. Tu y vas au feeling. Tu y vas. Tu y vas parce que c'est ça que tu es appelé à faire, puis c'est ça qui te donne du sens comme individu. Puis si tu ressens une quête de sens, tu trouves que ça a de l'allure, puis que ça t'amène quelque part, mais les gens aussi vont le ressentir. T'es plus ils vont peut-être plus porter attention que si tu arrives avec une tactique, puis tout le monde l'entend que c'est une tactique. Ou qu'il y a voix venir. C'est ça. Ben ouais. Ça a pas mal changé. Ah oui, je voulais te parler. Finalement, l'entrevue vire dans une espèce de, de thérapie post. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an et demi? C'est comme si genre j'étais en train de me confier sur chaque moment. C'est ça, puis tout le monde t'écoute, là. Mais c'est parce que c'est ça. Le budget de l'an 1, comment que ça a été reçu, ça? Parce que j'ai écouté une couple d'entrevues. C'est une belle réussite. Ah ouais, parce que tu disais qu'à l'interne, le monde faisait. Ouais, je suis pas sûr que c'était une bonne idée. Ouais, ça m'arrive souvent qu'à l'interne, les gens me disent, Paul, t'es-tu sûr celle-là? Ouais, je suis motivé. Puis ça, c'était le cas pour le budget de l'an 1. Ça a bien été reçu, me semble. Il y a d'excellentes personnes qui ont travaillé sur ce dossier-là pendant plusieurs mois. Indépendants aussi. Indépendants, puis à l'interne aussi, là, pour coordonner. Il y avait vraiment du monde solide intellectuellement. Mais ça ne garantissait pas pour autant que le spin, tu sais, que la discussion sur le budget dérape pas. Parce qu'historiquement, c'est ce qui est arrivé à ceux qui ont tenté cette aventure-là, notamment. C'est pour ça que c'est dangereux, c'est risqué de le faire. Ben, c'est parce que ça devient une guerre de chiffres où le camp fédéraliste t'attend avec une brique et un fanal. Puis là, ensuite, si t'as plein de gens qui lancent des chiffres, puis l'autre lance des chiffres, à un moment donné, la population écoute ça, puis elle n'est pas plus avancée. Ben, c'est ça, eux autres, ils n'ont pas de temps à perdre avec ça. Pour ce qui aurait pu devenir une opération de décrédibilisation de la santé financière du Québec, on s'est retrouvé avec un vote unanime de tous les élus qui confirme, à la lecture notamment de ce budget-là, que le Québec a les moyens financiers d'être un pays
point barre. Mhm. Un vote de tout le monde. Donc, ça met fin à des années de patente à la Jean Charest, à la Philippe Couillard pour dire qu'on va s'effondrer financièrement si on était un pays. C'est absurde, mais à force de le répéter, ça peut faire peur. Et la peur, c'est le moteur du camp du non. Mhm. C'est leur seul actif. Ouais, c'est leur essence. Là. C'est l'essence de ce véhicule-là. Mhm. Donc, en enlevant la peur, en étayant ce qui est une évidence, parce qu'on est une société qui a tout pour réussir, c'est-à-dire les richesses naturelles, le capital humain, la stabilité des institutions, tout ce que tu as besoin pour une économie prospère, on l'a puis on le fait au Québec. Donc, c'était évident, mais on a comme réussi à mettre de côté tout un aspect de la tactique de peur du fédéral. Et les porte-paroles de cette mouvance-là étaient réduits à dire il va peut-être y avoir des coups de transition ou une turbulence de transition, ce qui est minime comme sphère de discussion par rapport à ce qu'on a pu faire dans les années 70, 80, c'est-à-dire simuler, on avait parlé la dernière fois au dernier podcast, il y a 1 an et demi, les fameux camions de la Brinks. Ben oui, Les chèques c'est toi qui me l'as appris, les chèques ça. de pension. Ouais, pour faire Il y a peur. une longue historique de tenter de faire peur à la population Mhm. en disant tout va s'effondrer, ton chèque il sera plus là, les capitaux s'en vont dans des camions. Ils ont fait ça aussi en Écosse. Donc, pour moi, c'est une grande réussite. Mais vous y traitez là-dedans, là, dans Pardon? ce budget-là. Vous en parlez là, du financement aux aînés, là, puis Oui. des Oui, chèques... puis on contre-attaque même. On ouais, est proactif c'est ça, en là. disant Vous y répondez on à est en ces train de vous peurs-là. démontrer que si on rapatrie les 84 milliards qu'en ce moment on envoie à Ottawa, en échange d'à peu près aucun service, là, à part les passeports, beaucoup de fonctionnaires, très peu de services concrets. Puis au même moment, avec la portion qui va à Québec, faut livrer les services essentiels qui vont pas bien, là, santé, éducation, services sociaux. Donc on était audacieux, on a dit on va rapatrier ces 84 milliards-là, puis avec cette somme-là, on va faire pas mal mieux, notamment pour des sujets comme les aînés, qui historiquement ont servi d'histoire de peur là, à travers les chèques de pension. Puis moi, je pense, puis là, évidemment, c'est mon opinion, ce qu'on a présenté est vraiment, vraiment, vraiment conservateur. C'est, à mon avis, l'économie d'échelle de ne pas avoir 2 gouvernements qui font la même chose. L'économie à pas avoir à négocier et à bloquer des projets parce qu'il y a toujours un gouvernement qui ne parle pas à l'autre, puis ça traîne. Le fait que le fédéral, pour les 84 milliards en question, offre très peu, me fait penser que notre situation va être encore bien meilleure que ce qu'on a mis dans cette méthode-là. Mais la méthode, c'est celle de François Legault, puis c'est un choix politique que j'ai fait. Je me suis dit, je vais prendre mot pour mot, virgule par virgule, la même méthode, pour pas qu'on puisse me répondre, ah, ta méthode est falsifiée, puis telle affaire. Non, c'est votre méthode, elle a pas changé. C'est tes mots. C'est tes mots. Mais la vérité, en tout cas la vérité, ma croyance sincère pour avoir pataugé dans ces chiffres-là pendant des mois, c'est que notre situation va être meilleure. L'impact sur les services fondamentaux à la population, une fois qu'on aura rapatrié 84 milliards de revenus annuellement, va être plus importante que ce que ces chiffres-là disent. Mais je peux pas le prouver. Ouais. C'est juste mon intuition en voyant la structure des dépenses au fédéral par rapport aux besoins criants à l'échelle du Québec. Mais dans le fond, qu'est-ce que vous avez fait, c'est que c'est qu'il y a des, je pense, que c'est des doublons, genre des services du fédéral, genre qu'on n'a pas de besoin ou qu'on a en double à cause qu'il y en a un au fédéral puis un au provincial. Santé Canada. Ouais, c'est ça. Tu veux-tu en parler justement de ça, les économies, où c'est que vous allez les chercher? Ben, on a estimé à peu près 4% de... c'est 4%? Faudrait que je revoie le chiffre. Mais ça donne 8 milliards d'économies. Ouais. Mais c'est pas beaucoup en pourcentage des dépenses totales. Dans les faits, moi, je pense que ça va être beaucoup plus parce que, prends Revenu Canada, on fait 2 rapports d'impôts. Dans un Québec indépendant, on en fait un. L'économie, elle est immense. Patrimoine Canada. Ça fait la promotion de l'unité canadienne, Ça, c'est encore des langues officielles, c'est-à-dire la promotion de l'anglais au Québec, puis ça fait des minutes du patrimoine, puis ça distribue des drapeaux du Canada. C'est quoi les chances qu'on va faire le même choix dans un Québec indépendant? Quand tu le prends, tu le décortiques mission par mission.
Emploi Canada, Transport Canada, puis tu regardes ce que le Québec fait déjà, tu te dis la bonification de ce qu'on fait déjà pour atteindre nos objectifs, ce ne sera pas tout le budget en ce moment qui est englouti à Ottawa. Puis Ottawa est comme redevable de pas grand monde à ce niveau-là. Il n'offre pas de service. La taille de la fonction publique a augmenté démesurément depuis que Justin Trudeau est là. Personne ne dit rien. Mais pendant ce temps-là, quand le Québec demande 6 milliards en santé, ça s'appelle les transferts fédéraux, là, c'est qu'essentiellement, on envoie notre argent à Ottawa. On leur dit « Ramène-moi cet argent-là parce que le système de santé ne peut pas fonctionner. » On en a demandé 6 et en est revenu 1. Parce que les 5 autres sont déjà dépensés dans toutes sortes de bébelles. Ouais. Puis juste d'avoir réussi à démarrer cette discussion-là, à savoir, pensez-vous vraiment qu'on ferait ces choix-là avec cette somme-là? Pensez-vous vraiment que c'est ça qu'on va faire comme gouvernement une fois indépendant? Tout le monde en convient, là, dit non, on fera pas ça. Ouais, on veut pas de ça. On veut pas de ça, puis c'est même pas aligné aux intérêts du Québec. C'est vraiment en fonction d'autres intérêts, puis beaucoup d'idéologie. Là. On peut dire que sous Trudeau, le Canada a pris une tangente où l'idéologie prend plus de place que les services. Ben oui. En tout cas, en prendre de plus en plus de place. Puis là, c'est ça, il y en a qui disent que ouais, mais c'est parce qu'on en reçoit 14 milliards en péréquation. Mais c'est pas vraiment 14 milliards. Non. C'est faut qu'on enlève je pense, le 3 points... C'est parce qu'on contribue déjà à la cagnotte. C'est okay? ça. Donc, tu as comme un pool commun. On contribue déjà. Donc, une fois que tu enlèves notre contribution pour savoir combien on obtient au net, c'est 9 milliards. Ouais. Sauf que quand tu Fait prends c'est pas tout... 14, c'est 9. C'est 9, sauf Ouais. que c'est 9, mais en comptant juste la péréquation, mais le fédéral dépense de plein d'autres manières. Notamment les investissements directs dans l'économie sont pas les mêmes en Ontario, au Québec, dans les maritimes. Prends les chantiers navals. Les contrats vont dans les maritimes constamment. La Davie obtient à peu près des miettes par rapport à ce qui est envoyé dans d'autres provinces. Tu regardes sur le plan des batteries, la filière batterie, oui, le fédéral va contribuer à Northvolt, mais tu regardes combien ils ont mis en Ontario pour la même filière, puis c'est 5-10 fois plus. Donc, quand tu prends tout en compte, et non pas isoler seulement la péréquation, puis c'est ça la ruse. Ouais. Essayer de déjouer le fédéral, c'est essayer de déjouer le régime. Puis le régime a ses mensonges institutionnels pour conserver la stabilité du régime. L'un d'entre eux, c'est d'isoler seulement la péréquation puis dire « ça, c'est les finances du Canada ». C'est pas vrai. Puis quand tu prends tout en considération, tu te rends compte qu'en fait, on peut facilement s'en passer de ce chèque-là, Mais oui. qui est nocif aussi, hein, parce que c'est assez démontré en développement international. Si tu veux nuire à une économie, envoie de l'argent. Ben oui. Les gens arrêtent de travailler, ça va ralentir l'entrepreneuriat, ça va nuire à plusieurs égards. Donc, le mérite de l'exercice, qui est imparfait, parce que la méthode est imparfaite, c'est de générer une discussion là-dessus. À savoir, on pourrait être parfaitement autonome, mais ce seraient nos propres décisions. Puis quand on encourage une entreprise, ce seraient nos entreprises, nos intérêts, notre stratégie, notre marque de commerce. Partout dans le monde, on saurait c'est quoi le Québec. Ben oui. Puis quand le Québec parle à l'international, ce sera en fonction des intérêts du Québec. Ben oui, c'est ça. Il n'y a personne au monde qui se dit hey, « moi j'ai une bonne idée, la moitié de mon budget, je vais le laisser gérer par mon voisin. » Parce que j'ai tellement pas confiance en moi-même que je me dis que mon voisin va mieux gérer mon budget en fonction de mes besoins que moi-même. Qui fait ce raisonnement-là? Évidemment, dans le cas du Québec, tu as une domination coloniale pendant des siècles. Tu as une dévalorisation cyclique, là, constante, qui est propre aux régimes coloniaux, c'est-à-dire, on se fait dire, aujourd'hui ça s'appelle du Québec bashing, mais dans le temps de mon grand-père, c'était d'autres signaux sociaux, mais ça a toujours été le même message en général, à savoir que les Canadiens français sont inférieurs ou incapables, puis que c'est grâce au régime britannique qu'on a une certaine prospérité. Sans eux, on ne serait pas capable. C'est ça le message du régime. Il n'a pas changé. Juste dit de différentes manières. Donc, des fois, moi, c'est ça qui me décourage le plus. Pas que ça me décourage au sens d'arrêter, mais des fois, mes yeux sont ronds comme des 25 sous. Je dis des choses assez banales du genre, oui, je pense qu'on aurait notre armée. Oui, je pense qu'on aurait notre propre monnaie.
Et là, tu as des dizaines de personnes qui réagissent en disant « Voir si le Québec pourra avoir son armée. Voir si le Québec pourra avoir sa propre monnaie. » Hey, il y a des centaines de... Combien il y a de pays dans le monde qui ont vraiment pas notre niveau de richesse ni notre niveau d'organisation, qui l'ont, l'armée puis la monnaie. Je dis, ça va de soi, c'est l'ABC, c'est la base. Qu'est-ce qui fait penser que on serait pas capable de la même chose alors que c'est vraiment partout? Mais c'est là qu'on voit l'historique du Québec dans le Canada, au niveau de notre psyché, au niveau de notre estime de soi, une perception de soi qui est brouillée à travers les temps par des messages à connotation négative de dévalorisation. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, le budget de l'an 1 se résume un peu par, tu sais, on arriverait kiff-kiff avec, mettons, péréquation puis les économies qu'on fait. Arrive, environ un petit léger surplus. Un léger surplus avec lequel on peut faire des choix qu'on peut pas faire sinon. Mais on rapatriait tous les pouvoirs oui, pour ça. Puis en plus, c'est que la péréquation vient aussi avec une dette, tu sais. Mais c'est la dette fédérale, ça, on s'en débarrasserait. Là. Exact. On en prendrait une part. Mais c'est un autre subterfuge. Ouais. Donc, le fédéral, le régime, en effet, nous envoie au net à peu près 9 milliards. Mais pendant ce temps-là, le gouvernement fédéral endette les Québécois d'à peu près le même montant. Ben, c'est ça. Mais évidemment qu'un Québec indépendant, si on décide, toi et moi, on a une discussion, puis on se dit, hey, comme pays, là, nous, on aime ça s'auto-octroyer des chèques de péréquation. Puis on aimerait ça emprunter cette somme-là sur la marge de crédit. Mais oui, tu peux mettre ça sur la carte de crédit. Est-ce que c'est intelligent? Non. Pas vraiment. Mais oui, tu peux le faire. Mais c'est là qu'il y a à nouveau un discours qui induit tout le monde en erreur. L'endettement du Canada dans les dernières années, là, c'est monstrueux. Alors que le Québec, honnêtement, c'est pas parfait, mais ce sont des choix qui ont pas mal plus d'allure que ce qu'on a vu dans les dernières années à Ottawa. Ouais. Puis c'est ça, tout à l'heure, tu en as parlé un petit peu. Tu as pris les mots de François Legault là-dedans. Ça, j'avoue que ça a dû être... Ah, tu parles de la publicité ou est-ce que c'est François Legault qui fait la promotion de notre budget? Oui, ça, c'est une tactique voulue, là. Oui. Ah ouais, puis c'est plaisant. Ah ouais. Mais il n'y avait pas que Legault. Mais il n'y avait pas que Legault. Hein. On a retrouvé des images de Parizeau. Ouais. Qui est au tableau avec une craie, puis qui explique que son exercice vient d'être fait, puis que ça balance très bien. Puis on l'a fait dans le temps. Mais évidemment qu'on n'allait pas passer sous silence. Mais non, mais c'est une bonne affaire, parce que là, en même temps, tu le forces à se positionner. Ouais, il a tout le temps voulu... il veut pas prendre... il se dit nationaliste, mais pas fédéraliste. Ouais. Mais puis il jouait un peu sa ligne des deux. Puis quand on est arrivé en chambre, puis je l'ai questionné, c'est ça, là, il a repris les lignes de Jean Charest. Ouais. Et c'est là qu'est arrivé l'événement où est-ce que... Moi, j'ai juste constaté que ce sont les paroles exactes de Jean Charest. Ouais. Puis il est allé dans le corridor pour dire, se faire traiter de Jean Charest, là, je t'ai insulté. Puis là, de mon point de vue, j'étais comme, non, je t'ai pas insulté. J'ai constaté que le discours est identique. Puis ensuite, si le nom d'un ancien premier ministre devient une insulte, bonne chance pour expliquer ça. Tu sais, je veux dire, il y a plusieurs questions à ce moment-là qui se soulèvent, mais... Mais bref, c'est un exercice qui valait la peine. Mon objectif, c'est de le refaire avec les moyens de l'État, mais sans la méthode Legault la prochaine fois, en faisant un arbitrage, une décision politique sur chaque programme du fédéral dans le détail. Mais ça prend là, beaucoup plus de gens parce qu'il faut vraiment y aller au peigne fin. Là. Et dire exactement, voici ce à quoi on s'engage dans un Québec indépendant. Puis là, tu arrives avec un chiffre beaucoup plus près de la réalité. Tu peux faire aussi des scénarios, c'est-à-dire un scénario où ça brasse, un scénario où c'est pas mal stable, un scénario où le Québec est propulsé au niveau économique parce qu'on existe, on est à l'ONU, on a notre mission commerciale. C'est arrivé dans le cas de la Slovaquie. Des ambassadeurs aussi. Oui, mais dans le cas de la Slovaquie, c'est ça qui est arrivé. Ils ont eu un bond économique. Ils n'ont pas eu de turbulence. Mais là, il y en a d'autres qui vont dire, ouais, mais le Brexit. Moi, je réponds, le Brexit, c'est pas la création d'un pays. C'est un pays qui se retire d'une entente. Ouais. Donc là, il faut comparer les pommes avec les pommes. Mais dans tous les cas, on aurait les moyens, donc, de faire tous ces scénarios-là dans le détail et non pas basés sur une méthode. Une méthode, tu sais, c'est une estimation. C'est une méthode de calcul, mais c'est pas très rattaché à la réalité spécifique de chaque programme. Donc moi, je pense que c'est ça qui nous attend en 2026.
Il y a de quoi aussi, je voulais te parler. T'es allé en France? Oui. Ben, Pourquoi? je suis pas juste allé en France, je suis allé en Angleterre, en Écosse, en Belgique et en France. OK, excuse, j'ai juste suivi la France. Pour parler d'indépendance. OK. C'est le retour de la diplomatie indépendantiste. C'est que si on veut devenir un pays, puis si on est sérieux, là, faut parler de notre objectif, de la légitimité de ce qu'on fait et de notre besoin d'avoir des alliés. Mm-hmm. Si on n'énonce même pas l'objectif puis nos besoins, c'est sûr qu'on va nulle part. Donc, en recommençant ça, et je vais le refaire, puis je vais élargir, on parle d'une histoire qui est passionnante, celle d'un peuple qui représente 2% de locuteurs en français sur une Amérique du Nord anglophone, celle de la révolte des patriotes, celle de la naissance du Parti québécois, de la Révolution tranquille. Il y a plein de choses passionnantes à dire sur notre histoire et sur le destin qui nous attend. Il faut être capable de l'expliquer au reste du monde en disant « on s'en vient », puis on veut notre place à l'ONU. Ouais, on veut exister. On veut exister au concert des nations et ce que vous verrez de notre part, c'est différent et ça a une valeur. On vaut la peine. Et c'est fou ce que ça déclenche comme situation. Ouais, comment t'es reçu? Surtout en France, je dirais avec passion. Ah ouais, j'ai regardé une entrevue, je sais pas parce qu'ils sont de même les Français. Ah oui, une entrevue en France. Je trouvais qu'il y avait de l'air. Ah non, c'est tough. C'est tough en France. Faut pas que tu le pognes personnel. Non, après, il était comme, il me tenait des tapes dans le dos. C'était super passionnant, vous reviendrez. Le Figaro, là. Il était super passionné par l'entrevue. Ah, si, j'avais l'impression que tu changes. Oui, mais tu changes complètement de paramètres. Là, oui, je sais. Le style français en politique, je dirais, c'est plus exigeant, c'est plus intellectuel. Mm-hmm. Moi, j'aime ça, là, par ailleurs, mais... Non, c'était... Les gens que j'ai rencontrés n'avaient pas d'intérêt direct à m'écouter ou à me donner du temps, là. C'est-à-dire que j'ai rien à offrir de concret en date d'aujourd'hui. Mais il y a une amitié, une fraternité qui date et qui est très enracinée. Ah ouais. Les cousins québécois. Ah, mais plus que ça, c'est... des partis politiques que j'ai rencontrés au Sénat et à l'Assemblée nationale qui disent « Moi, je suis une ancienne de mon parti. Puis j'ai vu M. Parizeau passer ici. Puis il m'a laissé tel souvenir. Ouais. Je me souviens de mon chef à l'époque qui avait encouragé le Québec, puis ça m'avait rendu fier. Toutes sortes de témoignages que tu sollicites pas. Mais les Français disent, tu sais, moi, qui viennent à toi. Ben, on tient au Québec. On sait un peu votre histoire, puis on vous le souhaite. Toutes sortes de témoignages très, très gratuits, très, très remplis de bonté. Sincère. Ouais. Puis c'est pas intéressé, tu sais, dans la joute politique française, le chef du troisième groupe d'opposition du Québec, là, ça changera pas la une de demain matin. Là. Ouais, je pense qu'ils ont déjà leur problème. Ils ont déjà leurs enjeux, puis c'est pas moi qui va les... Mais donc, il y a quelque chose de plus profond qui a été mis de côté, probablement à des fins stratégiques. Mais nos liens avec la France étaient beaucoup plus forts. Il y avait moins de standardisation culturelle, puis nos liens culturels donc avec la France étaient beaucoup plus présents. Mm-hmm. Radio, cinéma, télé. Il y a une part aussi qui vient de la France, qui a eu des gouvernements qui ont vraiment, eux aussi, embrassé la standardisation de la culture par l'Angleterre et les États-Unis. Mais c'est des enjeux donc pour la langue française puis la culture en français qui sont communs. Donc, il y a beaucoup de réceptivité à jaser de comment on peut s'entraider, puis comment on aurait tort d'étouffer une culture différente au nom d'une culture hyper standard, hyper la même, qui a des machines gigantesques, là, c'est des géants qui écrasent donc la diversité culturelle. Ok, tu parles de Netflix, tout ça? Oui, les GAFAM. Ok. Oui, c'est pour la production québécoise comme pour la production française, l'enjeu, c'est que ton adversaire, ton concurrent, dispose de 10 fois plus de moyens. OK. Puis sa mise en marché, là, elle est écrasante. OK, fait t'es allé parler de ça un peu avec j'ai parlé eux beaucoup autres. de ça. Okay. Je vais retourner d'ailleurs, travailler sur ces questions-là, parce que parler de culture, faut absolument, ben oui. La langue. Plus que de langue, en fait. Parce que quand tu parles de culture, tu parles de l'attachement à la langue qui porte une conception du monde, qui porte des sentiments, tout ce qui compte. La langue toute seule, isolée,
c'est pas mal moins attrayant. Donc, le débat, il est autour de la culture. Et ils ont les mêmes problématiques, les mêmes défis, mais ils ont plus de moyens que nous. On est pas mal plus fragile, disons. Donc, non, je vais y retourner, puis il y a beaucoup, beaucoup de réceptivité. Puis ça tient à des choses qui sont même pas le jeu d'intérêt politique. Ça tient à quelque chose de plus profond dans notre histoire, C'est très intéressant. Moi, je veux pas trop rentrer dans ce sujet-là, mais avec les annonces qu'il y a eu de coupure à TVA, moi, ça m'a tellement fait de quoi. Puis ça me faisait de quoi aussi qu'il y en avait bien qui s'en réjouissaient de ça, parce que t'as le droit de pas aimer TVA, t'as le droit de pas aimer les médias, whatever quoi, mais tu sais pas à quel point que ça touche indirectement tout ça, qu'on est tous touchés par ça. Puis ça m'a fait quand même bien de quoi de voir ça, puis que certains avaient peu de solidarité ou qui n'allaient pas au-delà de leur... En même temps, j'ai compris parce qu'ils ont dû être beaucoup blessés dans la pandémie ou des enfants de même, mais c'est ça, tu sais, qui pousse pas la réflexion plus loin que ça, tu sais, parce que ça... C'est ça. Il y a deux choses qui arrivent. Les médias sociaux créent des microcosmes, puis plus tu es dans un microcosme, à gauche comme à droite. Hein. Ça vient des chambres d'écho. Là, ouais, ça devient des chambres d'écho qui rendent intolérant à la différence de point de vue. C'est évident, puis il y en a... C'est pas un seul groupe, là, c'est vraiment une société atomisée vers laquelle on s'en va. Juste des bulles qui coexistent. C'est un problème. Mais je suis pas super pessimiste. Je suis plus que déçu. Là. Je suis renversé que le gouvernement ait eu autant de signaux puis n'ait pas réussi à mettre quoi que ce soit en place en soutien à ce qui est essentiellement un service essentiel. Là. Si t'as pas d'information, t'as pas de démocratie. Donc, c'est un service essentiel. Mais en même temps, tu sais, TVA, ils créent... Des fois, on dirait qu'ils sont pas capables de cibler le problème, tabarnak. Tu sais, comme... Il y a une formule qui marche. Netflix offre donc un peu la même crise d'affaires, version québécoise, genre dans le sens... Tu sais... Moi, j'étais abonné à son affaire de Helix application. Là. J'ai découvert ça de même. Mais tu sais, il n'y en avait pas de promotion. Puis là, ils font comme si tu t'abonnes à cette affaire-là qui est vraie, pour 5$, tu as le droit à ça. Ou sinon, Illico, mets tout ça ensemble. Rends ça gratis pour ceux qui l'achètent à 20$. Je ne sais pas si l'offre peut s'améliorer, mais le problème, il est ailleurs, il me semble. C'est que moi, c'est un tout. Ton information, il faut que tu la finances. Okay? Tu as besoin de toute la machine, tu as besoin du journalisme et tout ce qui est autour pour rendre des bulletins puis informer correctement. Ouais. Puis après, il peut y avoir des débats sur est-ce qu'on informe correctement, puis est-ce qu'il y a une déontologie, puis des mécanismes. Tout peut s'améliorer, là, mais au niveau du fonctionnement de base, ça coûte des sous, puis le modèle, historiquement, c'est de mettre des pubs dans le journal, puis mettre des pubs à la télé. Si les géants GAFAM débarquent, puis vont aspirer une grosse partie de ces revenus-là, et que de plus en plus les gens ne prennent pas la peine d'aller s'informer globalement. Ils vont ramasser des bribes ici et là, mais tes revenus descendent, puis tu n'es pas capable de financer ces activités-là. Donc, évidemment, une partie de la solution, c'est de contraindre les géants à contribuer au service essentiel en disant ce que vous faites en ce moment nuit à notre capacité d'avoir une démocratie avec de l'information. Puis il y a une partie aussi où le gouvernement peut juste dire, bon, il y a bien des services essentiels qu'on assume. Là. Quand une route est brisée, il faut la réparer parce que c'est essentiel que les gens se déplacent d'une place à l'autre. Ben, qu'il y ait de l'information puis des journalistes sur le terrain qui posent des questions, qui fassent des enquêtes, etc. C'est un service essentiel. Puis, à l'échelle du budget total, c'est pas non plus une dépense qui va vraiment nuire aux finances de l'État. Là. C'est somme toute des sommes sur une base relative qui sont abordables dans le budget du Québec. Donc, je suis assez positif sur ce qui va finir par arriver. C'est juste que dans bien des dossiers, la CAQ n'a pas planifié. Ils attendent qu'il y ait une crise. Ouais. Là, ils la commandent comme si c'était pas eux qui étaient en charge. C'est terrible ce qui arrive. Je suis de tout cœur avec... puis ça date pas d'aujourd'hui, cette crise. Non, mais on en parle périodiquement depuis des années. Que ça s'en vient, que ça a lieu, qu'il faut faire quelque chose. Dans plusieurs dossiers, la CAQ attend que les tuyaux coulent pour se pencher, puis là, engager le plombier. Exact. Pour réfléchir à engager le plombier. C'est comme, attends une minute, là, c'est parce que ça coule. Ouais. Ça coule pour vrai. Tu sais, le logement, c'est le meilleur exemple. Ouais. Ils ont passé 4 ans à dire qu'il n'y a pas de crise du logement.
Les chiffres, la situation sur le terrain, tout était limpide. Donc, ça, tu as fait une sortie justement avec une lettre là, en disant qu'il allait avoir une crise sociale. Là, mais il y en a déjà une. Ouais. Ce que je dis, c'est toujours difficile d'aborder le sujet de l'immigration parce qu'il y a un groupe qui t'accuse du simple fait de soulever la question des seuils. Puis ce qu'ils vont faire aussi, c'est qu'ils vont modifier ton message. Donc, moi, je parle des seuils d'immigration en fonction de notre capacité à bâtir des logements puis à intégrer en français. Puis à accueillir. Eux, ils vont dire sur le dos des immigrants. Pour... décrédibiliser. Plus que décrédibiliser, pour m'attribuer une intention que je n'ai pas. Pour faire un procès d'intention et donc rendre mon propos le plus inaudible possible. C'est très antidémocratique. Puis ça, c'est comme si on faisait passer l'idéologie avant les faits puis la recherche de vérité. Puis moi, je ne changerais pas d'approche. La sortie disait quelque chose d'évident qui a été confirmé par la Banque du Canada, la Banque de Montréal. Si tu as... Prenons un chiffre environ là, qui c'était dans le rapport, dans la mise à jour du budget. Si tu as 150 000 nouveaux immigrants temporaires sur le territoire, puis que tu as une immigration permanente, en plus, qui arrive sur une base annuelle, mais que tu as bâti seulement 19 000 unités de logement, pas besoin de faire une grande étude économique pour comprendre que l'offre et la demande changent, les prix vont monter, les loyers vont monter, l'itinérance également. Puis, oui, on peut bâtir plus de logements. Moi, je suis dans un parti qui prône beaucoup plus de logements sociaux. Mais il y a un moment où, même si tu mettais toutes les ressources de la société à essayer de rattraper le logement, tu y arriveras pas. On est déjà 1 million de logements en retard pour 2030 si on veut trouver un équilibre au niveau des prix. La conséquence, c'est que toute la jeune génération a plus les moyens de devenir propriétaire. Oui, donc moi. C'est ça, mais c'est vraiment le débalancement de l'offre et la demande qui fait ça. Donc, ça n'a rien à voir avec l'accueil et la citoyenneté. Puis au contraire, c'est le Parti québécois qui dit on est tous Québécois, puis on a tous cette situation-là à gérer ensemble. Comment est-ce qu'on peut la gérer intelligemment? Alors que le discours canadien, c'est vraiment l'opposition entre des groupes qu'on classe par couleur de peau, par religion. Puis là, ils s'opposent les uns aux autres. Puis, je trouve ça très malsain. Là. Moi, mon but, c'est qu'on soit tous Québécois, puis qu'on vive dans une société où il fait bon vivre. Ça veut dire qu'on loge tout le monde. Ça veut dire qu'il y a des services à la population, indépendamment des finances de tes parents. Tu sais, que tu donnes une chance juste à tout le monde. Ouais. Puis une société où on mise sur ce qu'on a en commun, pas juste sur nos différences. Oui, on a des différences, puis il faut les respecter, puis c'est bien le fun. Mais on est des êtres humains puis des citoyens qui ont bien des choses en commun. Comme être Québécois. Comme être Québécois. Ben oui. On paye nos impôts, ça s'en va à la même place, puis on prend nos décisions ensemble. Est-ce qu'on peut miser sur ce qui nous rassemble? Est-ce qu'on peut parler de construire au lieu de déconstruire? Est-ce que, tu sais... Mais à chaque fois que je m'embarque dans ce genre de sortie-là, j'en ai pour 3-4 jours de mauvais... C'est très difficile parce que les commentaires sont... Essentiellement, la stratégie consiste à changer ce que j'ai dit pour me faire mal paraître, puis rendre le dialogue sur... c'est très rare qu'on va me répondre sur le fond des arguments. Ouais. On va faire bifurquer le sujet sur d'autres choses, notamment sur le procès d'intention, pour éviter de débattre de questions qui sont pourtant assez fondamentales. Loger le monde, donner un toit à tout le monde. Il me semble que c'est vraiment fondamental. Ben oui. Ouais. Il y en a qui, tu sais, si on parle, mettons, plus de l'indépendance, tu sais, il y en a bien qui me demandaient, tu sais, comment mettre l'indépendance au goût du jour, tu sais, ça a beaucoup évolué aussi depuis, parce que, tu sais, le premier podcast était venu faire, tu sais, on s'en parlait tout à l'heure, tu sais, que c'était quasiment, il fallait faire attention de ne pas le dire, parce que sinon, tu te faisais pointer du doigt puis traiter de raciste, là, mais... Tu sais, moi, c'est ça, j'ai tout le temps été indépendantiste puis fier de l'être, tu sais. Puis, c'est ça, t'as-tu un plan pour le mettre au goût du jour puis en faire parler le plus possible? Ou comment tu vois ça? Ben, de toute évidence, il y a une partie du plan qui est déjà en marche puis qui fonctionne. On vient de parler du budget de l'an 1, on a parlé du serment au roi.
même la question de l'immigration puis du logement, ce sont des décisions imposées par le fédéral. Ouais, qui va amener 500 000... Qui sont toujours sur leur dérive idéologique, puis qui n'ont, mais de manière assumée, aucun intérêt pour la situation du Québec. À chaque fois qu'on pose la question, est-ce que le fédéral a consulté le Québec avant de prendre cette orientation-là? La réponse, c'est non. Mais là, le pire, c'est que c'est même plus juste le Québec qui le dit. Même l'Ontario, puis d'autres provinces qui se disent hey, c'est beaucoup trop, là, 500 000 immigrants pour le Canada là, par année. Et là, tu n'auras pas le procès de les Québécois sont des intolérants débiles. Mm-hmm. Ah non, ça, c'est l'Ontario. Ouais. Ça, c'est correct. Tout ça n'est pas normal. Ouais. Donc, pour revenir à l'indépendance, le sujet à travers... On n'a pas parlé d'environnement, là, mais tout ce qui se passe en Alberta, là, imagines-tu combien de milliards ça va nous coûter à dépolluer cette soue à cochon? Sortons de là avant qu'il soit trop tard, parce qu'on va payer le 1/5 de cette facture-là, qui est absurde. Puis on n'a pas à financer cette industrie-là. Donc, peu importe le sujet, l'indépendance avance quand on énonce avec fermeté qu'on peut choisir de faire d'autres choix, les nôtres. On peut demeurer dans le modèle où est-ce que c'est le voisin qui gère la moitié. Puis là, on vient de nommer 4-5 sujets où le voisin fait vraiment une job de cabochon. Ou on peut choisir de gérer tout nous-mêmes en fonction de ce qu'on pense est la bonne chose à faire, puis notre intérêt comme Québécois. C'est donc en train d'évoluer beaucoup parce que pour chacun de ces sujets-là, la question de l'indépendance, elle est discutée en ce moment. Elle n'est plus en dessous du tapis. Elle n'est plus... ça, discuter, c'est à la place publique. Puis elle n'est plus non plus un rêve théorique. Tu sais, un genre de discussion de gaucho. À minuit, ça aurait donc été le fun. Le Parti québécois est en progression. Le Parti québécois a des chances réelles, à la lumière des plus récents sondages, de prendre le pouvoir en 2026. Le Parti québécois va dédier ce mandat-là à faire du Québec un pays à faire atterrir le projet. Et je ne changerai pas d'idée. Là, je pense que ça fait une quinzaine d'entrevues là, qu'on me demande quand est-ce que je vais changer d'idée. À chaque fois que je regarde, je dis non, je ne changerai pas d'idée. C'est ça. Est-ce que vous allez proposer... Libre à vous de voter ensuite comme vous voulez, là, mais moi, je vous le dis, ça va être ça. Est-ce que vous allez proposer un plan de constitution du Québec? Parce qu'on dirait qu'il y en a qui attendent qu'il y ait un move fait de même. Ouais. Ça, c'est le plan Québec solidaire. Donc, c'est de dire, on va faire une constitution avant, puis là, on va inclure tout le monde, dont les fédéralistes. Ça fait un méchant party, hein? Essaye de t'entendre. Mm-hmm. Eux, ils savent, là, les fédéralistes, quand ils vont à cette assemblée-là, que tu essayes de faire un pays. C'est quoi les chances qu'ils essaient pas de saboter ton processus? Première question. Mm-hmm. Supposons qu'ils s'entendent sur un texte. Puis là, écoute, les déchirements que tu peux avoir sur plein de sujets, là, mais supposons qu'ils s'entendent sur un texte. On dit, on va voter... Non pas sur est-ce qu'on veut être un pays puis décider par nous-mêmes, point final. On va voter sur ce texte-là. Mais supposons que toi, tu es contre la laïcité. Peu importe c'est quoi ta vraie position, là, mais prenons cet exemple-là. Mais que la Constitution dit que le Québec est un pays laïque. Mais toi, tu allais voter oui à un référendum parce que tu veux qu'on devienne un pays, mais parce que l'article 4 de la Constitution ne te plaît pas, tu vas voter non. Il me semble que c'est déjà assez compliqué. À la lumière des efforts de René Lévesque et de Jacques Parizeau, il me semble que c'est déjà assez compliqué d'accomplir notre destin qui traîne depuis les Patriotes. On ne va pas non plus se mettre un processus qui rend ça quasi impossible. Ce qu'il faut faire, c'est dire, voici certaines garanties quant à notre Constitution. Je pense qu'on peut s'engager à certains principes en disant, c'est sûr qu'il y a des choses sur lesquelles on ne fera pas de compromis, notamment la souveraineté du peuple. T'sais, on a une belle occasion là, de renforcer la démocratie. On va donner au peuple la voix, puis on va en faire le centre de ce pays-là. Il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut réfléchir à l'avance. Mais pour ce qui est de la rédaction, on va déclencher, gagner, puis donc former un pays. Puis une fois que tout le monde sait que c'est un pays à bâtir, ben là, on va convoquer tout le monde, mais ce ne sera pas dans le contexte d'essayer de faire dérailler, ce ne sera pas conditionnel. La question doit être ultra simple. Est-ce qu'on mérite de décider par nous-mêmes? Est-ce qu'on veut, oui ou non, être un pays?
C'est tout. On dirait qu'il y en a qui tout le s'arrêtent reste à ensuite, ça. ben, c'est parce que là, T'sais, ils font comme genre, ouais, mais c'est parce que s'ils font de quoi que j'aime pas dans ce pays-là, ça reste quand même que. ça, c'est un classique. Si je suis pas bien au Canada, ben. Ben oui, mais je veux c'est un pas classique. Ouais. Mais la vérité, c'est que c'est juste mal comprendre la démocratie. L'idée d'être un pays, c'est pas qu'on veut tous s'entendre sur la même opinion politique de ce que devrait faire le Québec. On y arrivera jamais, là. C'est pas vrai. La démocratie, par définition, ce sont des gens qui sont pas d'accord puis qui se parlent. Mm-hmm. On veut juste s'entendre sur est-ce qu'on devrait décider nous-mêmes, par nous-mêmes. Est-ce qu'on devrait exister à l'international? Si on s'entend là-dessus, t'en as pour des décennies ensuite à débattre. Puis je le sais pas, moi, le Québec qui est indépendant de 2048 va décider quoi sur les impôts? J'ai aucune idée, moi. Ce qui m'intéresse, c'est que ce soit les Québécois qui décident. Ouais. Pas que la moitié soit décidée par Justin Trudeau, Pierre Poilievre et leurs successeurs. Mm-hmm. C'est ça qui est le fondement. Donc, à chaque fois que... Puis ça existe tant à droite qu'à gauche. Hein, des partis qui disent « Moi, je serais pour l'indépendance si c'est à mes conditions, Ben, puis c'est ça. mon projet de Non, société. » ça marche pas de même. Dans quelle planète vivez-vous? Non. Mais ça parle de ces formations politiques-là qui, en fait, sont intolérantes à la démocratie. Mm-hmm. Ils sont pas capables de concevoir qu'en dehors de leur manière de penser, il y a d'autres mondes qui ont de l'allure aussi puis qui pensent pas la même chose. Puis ça fait pas d'eux des parias. Mais c'est je pense juste du monde qui pense pas la même chose puis qui ont le droit d'être dans ce Québec libre puis qui veulent ce Québec libre autant que le premier groupe. Mais il peut y avoir une certaine condition, une certaine constitution qui peut être faite, tu sais, qui reste... On va la faire, c'est sûr, Ouais. mais je rentrerai pas dans un dans les débat détails, là. d'articles puis d'orientation avant de poser la question simple et fondamentale. Est-ce qu'on Mhm. mérite, toi puis moi, de l'écrire, la Constitution, qui va être la nôtre? Mhm. Puis je ne sais pas si je vais être d'accord avec toi sur chacun des points. Mais est-ce qu'on s'entend qu'on va exister puis qu'on va faire notre Constitution de notre pays? Oui, Ouais. au travail. Mais pas l'inverse. On va essayer de s'entendre, toi puis moi, sur les Ouais. 99 articles de cette Constitution-là. Puis seulement si on est d'accord sur tout, on se donnera le droit d'exister. Mhm. C'est complètement une logique renversée, mais c'est surtout, Ouais. malheureusement, l'impact, c'est de se donner presque aucune chance de réussir, ce qu'on doit réussir, si on veut une pérennité linguistique et Mais il culturelle. faut quand même réfléchir pour essayer d'être capable d'aller rejoindre ces indécis-là, parce que il reste quand même que pour vouloir l'avoir, notre pays, il va falloir tout rallier tout le monde, tu sais. C'est pour ça que autant le monde que... le plus qu'on va à l'essentiel, Ouais. le plus qu'on peut rallier tout le monde. Mais l'idée de rallier tout le monde sur toutes les idées, en un projet de société défini puis figé, c'est la pire idée Mhm. pour l'indépendance du Québec. On peut rallier tout le monde si on rappelle qu'on mérite d'exister, puis qu'on va bien décider par nous-mêmes, qu'on mérite de décider par nous-mêmes, puis qu'on mérite d'exister à l'international. Là, c'est tellement fondamental, puis c'est tellement évident qu'il y a du monde de toutes sortes d'allégeances qui vont dire « Ouais, c'est vrai ». Puis ensuite, on pourra débattre de tout le reste sur lequel on n'est pas d'accord. OK. Puis c'est ça, la démocratie. Il faut célébrer qu'on n'est pas d'accord. Puis qu'on est capable de le faire Sans s'arracher la sans tête. s'arracher la tête, parce que Mhm. sinon, ça donne ce qu'on voit ailleurs dans certains pays, et c'est très triste à voir. Mhm. Un autre sujet, je veux te parler, parce que tu as parlé de ça, la commission Grenier. Ouais. C'est quoi la. Y a-tu une mise à jour là-dessus? Tu veux-tu expliquer, dans le fond, Je peux la l'expliquer. sortie que tu as faite pour avoir des documents ou. Donc, on sait qu'en 1995, il y a eu beaucoup de manœuvres douteuses pour faire gagner le non. Le plus grand classique, ce sont des électeurs qui n'auraient pas dû avoir le droit de vote, puis qui ont quand même voté non, qui n'étaient pas résidents du Québec, toutes sortes de manœuvres. Mais il y a aussi des manœuvres dans le but que certaines entreprises ou certains budgets émanant soit du fédéral ou de compagnies à Toronto, des fonds donc, qui a contribué à la victoire du non de manière illégale. Il y a eu une commission, mais qui n'en est pas une. D'habitude, quand on a une commission d'enquête, je pense à la commission Charbonneau, tu as vraiment tous les moyens, tu peux assigner tout le monde, puis c'est public, sauf pour les enquêtes précédant les témoignages, mais les gens viennent, comme à la commission Gomery aussi, ils viennent témoigner, puis les gens peuvent eux-mêmes vérifier s'ils vont croire ou pas le témoignage d'une personne ou d'une autre.
C'est pas ça qu'ils ont fait pour la commission Grenier. Ça s'est fait comme à huis clos. Et une des choses les plus bizarres sur le plan juridique a été fait, ça n'a jamais lieu. Ça a été frappé, tous ces travaux-là, les documents ont été mis sous clé avec une ordonnance de confidentialité pour l'éternité. À vie. À vie. Et ça, même l'histoire de Martiens aux États-Unis n'ont pas ça. John F. Kennedy, là, tout ce qui est mythique là, en théorie du complot américain, si tu regardes le droit canadien à tout le moins, ça n'existe pas des ordonnances comme celle-là. Les ordonnances doivent être proportionnelles à l'objectif, puis doivent restreindre le moins possible le droit de la population de savoir, mais dans ce cas-ci, le droit de la population de savoir à quel point le destin des Québécois a été triché. Ouais, fait 30 ans. Un cas de corruption ça, profond dans notre histoire, là, majeur. Donc, devant ça, j'ai fait la demande de dire, ben, puisque c'est le directeur général des élections qui chapeautait cette commission Grenier, et que l'ordonnance dit le DGE pourrait choisir de lever l'ordonnance, je vais simplement écrire au DGE, rendre ça public en disant il est temps, rendez-le public. On veut savoir ce qu'il y a là-dedans. On veut savoir ce qui est arrivé du moment le plus important de notre histoire, ou en tout cas un des moments les plus importants de notre histoire. S'ils ont triché, je veux le savoir. Puis qu'est-ce que tu as gagné de savoir ça? Ben, qu'est-ce que les Québécois ont La gagné? vérité est fondamentale si on veut réussir l'indépendance du Québec. Parce que c'est un régime d'origine coloniale qui fonctionne sur le mensonge institutionnel. Et la tricherie. Et la tricherie. C'est comme ça que tu maintiens un territoire conquis dans l'Empire. Ça s'appelle une province, de provincia, territoire conquis. Donc, faut le regarder dans l'histoire longue. L'arme, le levier le plus puissant pour le mouvement indépendantiste, c'est la vérité. À chaque fois qu'on obtient la vérité, on gagne, puis on avance, puis on donne le goût de la vérité aux gens. Mm-hmm. Parce que le mensonge est un peu comme un engourdissement. Ça gèle. Les gens savent qu'ils se font mentir, mais ça les neutralise, ça les affaiblit, ça les décourage, ça les éloigne de la sphère politique. À chaque fois que la vérité gagne, les gens reprennent du courage, reprennent de l'intérêt pour la politique, reprennent le goût de l'avenir en se disant au fond, peut-être que ça se peut. Faut pas lâcher. Ouais, puis toi, tu essaies de donner l'exemple. Ben, sur quelque chose de fondamental comme ça, oui. Mm-hmm. Puis là, évidemment, ben, j'ai toutes sortes d'embrouilles, comme dans chacune des démarches de ce style-là que j'ai fait. Les institutions résistent, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Donc, à date, j'ai pas réussi. J'essaie de m'entendre avec le gouvernement sur une stratégie. Laquelle? Provinciale ou... Du Québec. Du Québec, oui. M'entendre avec le fédéral. Ça serait drôle, en fait. Ouais. Le chef du Parti québécois débarque à Ottawa. Je dis, ouais, je veux m'entendre avec Justin. Je sais pas, il va peut-être pleurer. Puis je suis sûr qu'il va pleurer, il va faire une cérémonie, puis il va dire que ça le touche vraiment. Qu'est-ce qui va changer? Zéro open bar. Il va mettre son habit québécois. Il va mettre une ceinture fléchée, là, puis il va me faire une scène pour les médias. Ben oui. Il va peut-être mettre un genou à terre. Ouais. Non, oui, c'est tellement absurde. Il va être en congé la journée même. C'est tellement absurde. Donc, non, je suis... Il est n'importe quoi. Je suis idéaliste, mais je suis pas con à temps plein. C'est de m'entendre avec la CAQ. Je suis évidemment très critique de la CAQ, mais je vais maintenir jusqu'en 2026 un pont tout le temps pour essayer de collaborer. Puis il y a des fois que ça débouche sur des belles choses, puis que c'est le mérite de la CAQ, là, c'est pas tout négatif. Je prends un exemple, là, Bernard Drinville, c'est mon adversaire, puis j'ai pas toujours été fin, puis lui non plus, envers moi. Mais grâce à notre collaboration, il m'a aidé à aider une école... qui avait un urgent besoin d'agrandissement dans ma circonscription, ben ça a marché. Mm-hmm. Le serment au roi veut pas. Au début... il a dû avoir de la misère à le dire. Mais au début, le serment au roi, la CAQ voulait pas m'aider. Mais au final, il fallait la participation du gouvernement pour que ça change. Mm-hmm. Puis on finit par obtempérer. Donc il faut pas... Tu penses que Bernard Drinville a aidé non, il n'y avait pas de lien. C'était le PM. C'était une décision de François Legault. Ça jouait au bureau du PM. Ouais. Mais je donne des exemples de fois où on finit par influencer le gouvernement dans une direction qui est probablement meilleure que celle qui avait été envisagée. Puis il y a des fois, il est trop tard, puis on fait juste dire à quel point ça n'a pas de bon sens. Mm-hmm. Mais donc, pour la commission Grenier,
comme pour le serment au roi, il faut que j'arrive à convaincre le gouvernement d'être moins mou. Sur les questions, ils se disent nationalistes, là, mais sur toutes les questions de rapport au fédéral, ils ont tendance à dire des choses puis à pas le faire ou à faire des choses vraiment molles. Pourquoi? Parce que s'ils vont au bout du raisonnement puis ils dénoncent que le fédéral est de mauvaise foi, ils se trouvent à dénoncer également la faillite de leur doctrine caquiste. Ben oui, d'essayer d'aller chercher des par pouvoirs. magie, aussitôt que tu demandes quelque chose au fédéral, ils te le donnent. C'est pas vrai. Ah, c'est triste. Donc, ils sont mal pris, puis moi, je dois les amener à bomber le torse un peu plus, puis être un peu plus ferme quand ça compte, puis là, ça compte. Savoir ce qui s'est passé en 95. Évidemment, on va toujours m'opposer, là. Il y a des choses urgentes, pourquoi vous mettez du temps là-dessus. On peut faire tout ça en même temps. Mais comprendre notre histoire récente, comprendre ce qui s'est produit lors d'un des moments, le moment le plus important de notre histoire, oui, c'est important, puis non, c'est pas un détail. Puis ça m'empêche pas de travailler pour le logement, pour m'assurer que la mise à jour budgétaire comprenne des sommes les emplois, pour les banques alimentaires, puis ça m'empêche pas de m'occuper de tout le reste. Mais c'est pas vrai. Faut que la vie ait un sens, puis la vie d'une société aussi, il faut qu'elle ait un sens. Il faut pas tirer Se mentir à nous-mêmes puis vivre dans le mensonge à perpétuité, ce n'est pas une option. En tout cas, c'est pas très bon pour la santé mentale. Donc, servir la vérité et l'obtenir, c'est pas mal le levier le plus important du mouvement que je défends. Donc, on va voir à quel rythme je vais évoluer, mais je me donne l'objectif, avant la fin du mandat, d'avoir solutionné l'énigme Grenier. Ouais. J'ai une dernière question. Moi, j'ai reçu un gars qui est fondateur de Équipe Québec, là, pour justement avoir des équipes nationales. Oui, d'ailleurs, je les ai félicités. Ils ont battu le Canada. Oui, ça. Dans une compétition de deck hockey. De hockey-ball. Oui. Puis, moi, c'est tout le temps une idée qui me fait fasciner, ça, de à quel point, tu sais, parce que souvent c'est ça, tu sais, on est les Québécois nés pour un petit pain, là, tu sais, mais de redonner la fierté québécoise par le sport, qui est déjà très rassembleur. Exact. Au début, moi, ça, là, qu'est-ce que ça me parle, oui. Tu sais, là. Puis ça coûte pas grand-chose, hein. Faut simplement que le gouvernement soutienne l'application à des fédérations sportives internationales qui, le plus souvent, permettent les nations. L'Écosse étant l'exemple le plus connu, là, mais t'as plein de nations qui ne sont pas des pays qui participent à des compétitions internationales. Les règles sont pas les mêmes d'une fédération à l'autre, mais c'est souvent possible. C'est là que ça fait mal, au niveau de la CAQ. Ça coûte rien à la CAQ de reconnaître l'utilité de ça et d'encourager puis de permettre ça, et ils ne font rien. C'est là que leur véritable nature fédéraliste, de contenir la volonté d'émancipation, la volonté d'exister des Québécois, c'est là qu'elle ressort. Puis tout le reste, c'est de l'enrobage, c'est de la façade. Nationaliste. Tu le réponds, tu le répètes dans tes communications tout le temps, mais c'est pas ça que tu fais. Oui. Parce que ça c'est un sujet vraiment facile à faire avancer. Ça coûte pas cher. Ouais, les bottines, c'est pas babine. C'est fascinant. Ouais. Mais quand le Québec gagne contre Team Canada dans un match de hockey-ball, qui est un tournoi international, puis prends-le dans d'autres sports, ça a des répercussions politiques. Ça nous rappelle qu'en fait, on est capable. Ben oui, puis qu'on peut être fier, qu'on est capable de grandir, de faire de grandes choses. Une des premières choses que je vais faire, là, si on donne le pouvoir au Parti québécois. C'est ça la question. Écoute, du jour au lendemain, là, on ouvre. Là. Ben oui. C'est très peu coûteux, ça a aucun... C'est vraiment juste... Est-ce qu'on veut exister ou pas exister? La réponse de la CAQ, c'est non, on ne va pas exister. Hein? Ouais. Pourquoi? Puis c'est aussi la... Il y a quelque chose de le fun à envoyer nos Québécoises et Québécois dans des équipes qui sont pas contraints à parler anglais dans le vestiaire, comme c'est le cas pour Hockey Canada, puis toutes sortes de... Tu sais, ça peut être là-dedans. Juste faire notre sélection, puis faire notre possible, sans toutes les contraintes historiques liées à notre appartenance au Canada, puis tous les conflits d'intérêts que ça on l'a vu dans plusieurs sports, là, de haut niveau. Ouais, c'est ça, on l'a dit pour le hockey, mais ça serait pour tout. Tout. Ben, en tout cas, il y a des fédérations qui ne le permettent pas, mais sont plutôt rares. En général, les fédérations considèrent et acceptent les nations. Puis il y a beaucoup d'historiques, là,
jurisprudence à ce niveau-là. Ouais. Hey, Paul Saint-Pierre Plamondon, gros merci. L'année prochaine? Super apprécié. On fait ça dans 1 an et demi? Ben, moi, j'aimerais plus tôt, si ça te tente. Là. Puis, tu sais, d'habitude, je donne tout le temps le mot de la fin à mon invité, mais là, si ça te dérange pas, j'aimerais ça l'avoir. C'est dans le fond une pensée pour Carl Tremblay, chanteur des Cowboys fringants qui est décédé hier soir. Une pensée à toute sa famille, tous ses collègues, tous ceux qui supportent, qui écoutaient, qui ont grandi. Moi, hier, j'en ai braillé quand je l'ai appris. C'est venu énormément me toucher. Fait que, en tout cas, dans un podcast qu'on n'arrête pas de parler du Québec, de l'indépendance, ça va de soi d'avoir une pensée pour lui. Puis, si je peux juste dire quelque chose. Oui, vas-y. Ça fait toujours de la peine quand on perd les gens qu'on aime. Mm-hmm. Carl Tremblay, moi, je le connais pas. Je l'ai rencontré, mais je le connais pas comme ami ou comme personnellement. Mais on aime d'amour les Cowboys, fait que ça fait mal quand on perd quelqu'un qu'on aime. Mais faut aussi être capable de souligner que on va tous partir de toute façon, puis qu'il y a des gens qui, dans leur passage rapide, font ce qu'ils voulaient vraiment faire. Tu sais, il y a une toune sur Break Syndical qui TQ va tenter ta chance pour être heureux dans la vie. Tu sais, il y a une chanson qui dit tant qu'à être là, laisse-toi pas intimider par la peur puis tous ceux qui disent que t'es pas capable, fais ce que t'as à faire. Puis il faut être capable de souligner que il y a des gens courageux et forts qui mènent leur vie, qui est courte par définition, complètement en cohérence et en accord avec ce qu'ils en pensent, puis sans faire de compromis sur la justice, dans le cas de Carl Tremblay, sur l'indépendance. Sur ses valeurs. Aucun compromis. Ouais. C'est admirable. Et c'est une réussite qu'il faut réussir à célébrer en même temps qu'on a de la peine puis qu'on trouve ça difficile. Ouais, on perd un grand poète. En tout cas, ben c'est dit. Fait que, encore une fois, gros merci, Paul. À bientôt. Merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Poum, 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 poum.